سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite, les titres de ce journal. Premier jour de cessez-le-feu en Syrie, la trêve est globalement respectée, sauf à Wadi Barada, près de Damas, où des affrontements opposent les forces pro-gouvernementales à plusieurs groupes rebelles. La Russie ne va expulser personne. Vladimir Poutine calme le jeu après l'expulsion par Washington d'agents russes, décision prise en représailles de l'ingérence de Moscou dans la campagne présidentielle américaine. Nohad Majnouk se dit prêt à organiser les législatives de 2017 et ce, quelle que soit la future loi électorale. Déclaration du ministre de l'Intérieur qui a rencontré Michel Aoun au palais de Bavda. On débute ce journal par cette première journée de cessez-le-feu en Syrie. Les combats sont censés être à l'arrêt depuis hier minuit. Cette trêve a été conclue en vertu d'un accord sous l'égide de la Turquie et de la Russie. Les groupes qualifiés de terroristes, dont celui de l'État islamique, en sont exclus. Le cessez-le-feu est globalement respecté, sauf dans les environs de Damas où des affrontements ont éclaté entre les forces gouvernementales et des combattants rebelles. Les combats ont lieu près de deux villages de Wadi Barada. Cette zone constitue la principale source d'eau pour Damas. Depuis près d'une semaine, la capitale est privée d'eau courante et le régime accuse les rebelles d'avoir contaminé au diesel ses réserves. Mais selon l'Organisation syrienne des droits de l'homme, l'OSDH, la pénurie serait organisée par Damas pour faire pression sur les djihadistes de Fatah el-Sham afin de leur imposer un accord de réconciliation. Le cessez-le-feu en Syrie a-t-il cette fois-ci des chances de durer? Avec nous pour en parler, Julien Théron, enseignant à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye à l'université Panthéon-Assas. Julien Théron, bonjour. Bonjour. Quelles sont les zones en Syrie où la trêve pourrait voler en éclats? Alors il y en a deux particulièrement auxquels on pense. C'est d'abord dans les alentours de Damas. On sait que ça a été un endroit qui a été très difficile où la Turquie voulait un cessez-le-feu et la Russie ne voulait pas, donc finalement elle est incluse dans la zone de cessez-le-feu, mais on peut imaginer que le régime ou des milices plus ou moins contrôlées par le régime essayent quand même de reconquérir des territoires. Une autre zone, c'est Idlib, où il y a une présence de Jabhat Fatah al-Sham et d'autres groupes, et on sait que le communiqué dit que le groupe n'est pas inclus dans le cessez-le-feu, ni ceux qui y sont associés. C'est une manière de faire pression sur d'autres groupes comme Ahrar al-Sham, qui a tenu une choura il y a pas longtemps pour savoir justement s'il tenait une ligne plutôt dure pro-Jabhat ou alors une ligne plus modérée pro-armée syrienne libre. Donc ces deux zones, et puis on peut penser aussi évidemment au Rojava ou plutôt à ce qu'on appelle maintenant le nord, le Kurdistan de Syrie, c'est-à-dire la zone du PYD, c'est-à-dire les Kurdes syriens qui ne sont pas inclus a priori dans les négociations d'Astana à la demande de la Turquie. Donc on peut imaginer que les combats continuent à cet endroit-là. Alors Julien Théron, des négociations politiques sont prévues au Kazakhstan en janvier. Quelles factions de l'opposition ont prévu d'y participer jusqu'à présent et à quelles conditions? Que sait-on à ce propos pour l'instant? C'est pas encore exactement fixé, mais on commence à y voir un petit peu plus clair. On sait que la coalition nationale syrienne était favorable à des négociations. Ils avaient dit il y a 3 jours ne pas être vraiment invités, mais enfin, on pense qu'ils étaient quand même en contact. La question se pose beaucoup par rapport au comité aux négociations, qui lui aussi a dit ne pas être invité. Le haut comité aux négociations, c'est un groupe de négociation spécial formé de personnalités de l'opposition et de groupes rebelles sur le terrain qui avaient été formés à Riyad il y a un peu plus d'1 an, justement pour négocier. On ne sait pas si ce sera le cas, sachant que le régime et la Russie, à ce moment-là, voyaient ça d'un mauvais œil et préfèrent une opposition dite tolérée, c'est-à-dire acceptée par le régime. Alors que la Russie, on le voit, a aujourd'hui la main sur le dossier syrien, les Occidentaux vont-ils chercher à revenir dans le jeu? Et qu'est-ce que ce camouflet infligé par les Russes finalement aux États-Unis et aux Européens signifie pour l'avenir de la diplomatie occidentale dans la région?
Alors, il y a effectivement un camouflet pour les États-Unis, l'Europe, et puis on peut même penser aussi à l'Iran. Les États-Unis, d'abord, je ne pense pas que l'administration Trump voudra vraiment revenir au centre du jeu, sachant que Donald Trump n'a pas intérêt à faire ça. Au contraire, il pourra même expliquer que c'est tout l'échec d'Obama, ou alors il sera peut-être invité pour participer, mais en laissant la main à Vladimir Poutine. Les Européens, évidemment, sont les grands perdants qui avaient été exclus déjà des négociations bilatérales entre Washington et Moscou. Et puis les Iraniens aussi, qui effectivement n'étaient pas en tête de liste par rapport à l'accord russo-turc. Et c'est peut-être là où l'accord pourrait sombrer, puisque les Iraniens, rappelons-nous, encadrent, arment et soutiennent les milices chiites. Et donc, il est sûr que l'Iran a un rôle à jouer. Et si l'Iran se trouvait un petit peu trop exclu des négociations, alors à ce moment-là, elle a quand même beaucoup de moyens de pression sur le terrain. Julien Théron, spécialiste en géopolitique des conflits contemporains, merci beaucoup. En Irak, les forces irakiennes continuent de se heurter à une résistance farouche des djihadistes de l'État islamique. On fait le point sur l'offensive dans le sud de Mossoul, au deuxième jour d'un nouvel assaut sur la ville, avec Florent Rodeau. L'avancée se fait maison par maison. Une fois le toit atteint, ces soldats irakiens ouvrent le feu pour sécuriser leur position. C'est à ce moment-là que les snipers peuvent entrer en piste. Quasiment indétectables derrière leurs armes, ils ont pour mission d'éliminer un à un les hommes du groupe État islamique, embusqués un peu partout dans la ville. Soutenus par les avions de la coalition internationale, ces forces irakiennes ont pourtant bien du mal à regagner du terrain. Depuis le début de leurs opérations le 17 octobre dernier, elles n'ont repris qu'environ 20% de la ville. On a commencé la seconde phase de notre opération en ouvrant 3 fronts. On se dirige maintenant vers le centre de la ville. Sur le front nord, l'armée irakienne a pu avancer jusqu'à Sada. Elle a pris le contrôle de ce village en moins de 3 heures. Là, on fouille pour s'assurer que la zone est sans danger. Au milieu des combats, une population apeurée. Dans son avancée, l'armée irakienne prend bien soin de vérifier qu'aucun terroriste ne s'est glissé parmi elles. Ces habitants de Mossoul, eux, ont pu fuir. Ils racontent des mois d'angoisse. Notre situation était tragique. Les civils sont pris pour cible. Les combattants de l'EI ont détruit nos vies. Il n'y a plus de vie à Mossoul. Plus d'essence. Plus de nourriture. Il n'y a plus rien. Selon les Nations Unies, au moins 120 000 Irakiens ont dû tout abandonner derrière eux depuis le début de l'opération, il y a 2 mois et demi. On passe à cette décision surprenante de Vladimir Poutine. Le président russe a finalement décidé de la jouer grand seigneur et de n'expulser personne. Un peu plus tôt, son chef de la diplomatie avait pourtant proposé de déclarer persona non grata 35 diplomates américains suite aux sanctions américaines. Le chef du Kremlin a visiblement préféré jouer la carte de l'apaisement. Aucun Américain ne quitte la Russie pour l'instant. Volte-face du président russe qui préfère temporiser en attendant l'investiture de Donald Trump. Car après l'expulsion de 35 diplomates russes des États-Unis, Moscou cherche une riposte. Nous ne pouvons pas laisser sans réponse de tels agissements. La réciprocité est une loi en diplomatie et dans les affaires internationales. Mais ce qui fait l'unanimité, c'est la condamnation des dernières décisions du président américain sortant, comme ici, sur la page Facebook du Premier ministre russe. Il est regrettable que l'administration Obama, qui a commencé par restaurer les liens entre nos deux pays, finisse son mandat dans une agonie anti-Russie. Repose en paix. En 2009, Barack Obama avait confié à Hillary Clinton la mission du Reset, celle de remettre les compteurs à zéro dans les relations américano-russes. Mais 7 ans plus tard, les dossiers syriens et ukrainiens ont divisé les deux puissances. Et alors qu'il s'apprête à quitter la Maison-Blanche, jamais la tension n'a été aussi forte entre Barack Obama et Vladimir Poutine. Le président américain accuse la Russie d'avoir interféré dans la présidentielle américaine en menant des cyberattaques sur le camp démocrate. Le FBI vient de publier ses avis de recherche visant des hackers russes qui seraient au service de Moscou. Allez, restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants.
Dans l'actualité nationale, Nohad Machnouk se dit prêt à organiser les législatives de 2017, quelle que soit la future loi électorale. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé au sortir de son entretien avec le président Michel Aoun au palais de Babda. Les élections parlementaires sont en principe prévues en mai. Le scrutin majoritaire actuellement en vigueur est remis en cause par plusieurs partis, dont le Hezbollah. Alors qu'il sera démissionnaire après les législatives, le gouvernement Hariri s'est fixé pour mission principale d'assurer la tenue du vote sur la base d'un nouveau texte. L'inquiétude est forte en Inde après l'effondrement d'une mine de charbon hier soir. Au moins 10 employés ont perdu la vie. Les secours tentent à présent de dégager les survivants pris au piège. Les secours s'activent pour sauver des vies. 200 hommes, limités dans leur avancée par une épaisse poussière dégagée à la suite de l'accident. Un éboulement qui a piégé des mineurs en train d'extraire du charbon de cette exploitation de l'Est de l'Inde. Notre priorité est de dégager les décombres pour pouvoir retrouver les personnes qui pourraient être coincées en dessous. Des dizaines de mineurs manquent encore à l'appel. Les secouristes redoutent de remonter de nouveaux corps sans vie. De son côté, le gouvernement indien a réagi. C'est un tragique accident. En premier lieu, j'aimerais présenter mes condoléances aux familles endeuillées. Nous avons annoncé le déblocage d'une enveloppe pour les familles de chaque personne décédée. Une enveloppe de 500 000 roupies. Soit 7 000 euros. Toute la région est choquée, car ce drame en rappelle un autre. Exploité par Eastern Coalfields, la mine à ciel ouvert de l'Almatia se trouve dans l'état de Jharkhand. Un état déjà marqué en 2005 par un accident du même type. À l'époque, 14 personnes avaient perdu la vie. À la veille de la nouvelle année et après les attentats de Berlin, l'Allemagne multiplie les mesures de sécurité. Porte de Brandebourg, notamment, des barrières en béton ont été dressées pour empêcher d'éventuelles attaques. Natacha Milray. C'est le lieu de rassemblement des Berlinois. Comme tous les ans pour la nouvelle année, la porte de Brandebourg restera accessible aux visiteurs. Mais des barrières en béton ont été dressées pour empêcher toute attaque aux camions. Certains policiers de la capitale, eux, seront équipés d'armes automatiques. Autre nouveauté, à Cologne, la ville va utiliser pour la première fois la vidéosurveillance pour repérer tout comportement suspect en temps réel. Et cela ne s'arrête pas là. Renforcement des patrouilles, camions de police, canons à eau et blocs de béton font aussi partie du dispositif. Mais au-delà de la réponse sécuritaire, la maire de la ville a tenu à faire passer un message. Nous ne nous laisserons pas effrayer par les agresseurs. Et nous ne changerons pas notre mode de vie à cause des agresseurs ou des terroristes. À Hambourg, comme partout ailleurs, la présence policière sera renforcée. Et dans le quartier des boîtes de nuit, particulièrement bruyant, un soir de 31, on s'adapte aussi à la menace. On a conclu avec la police que le bruit des clubs serait réduit pour qu'elle puisse entendre ces talkie-walkie et les appels à l'aide. Mais malgré une menace terroriste élevée, l'Allemagne n'entend pas céder au tout sécuritaire. Dans un sondage réalisé quelques jours après l'attaque de Berlin, une grande majorité des Allemands se déclaraient hostiles à la promulgation de l'état d'urgence. J-2 avant le grand feu d'artifice de Rio de Janeiro sur la plage de Copacabana, mais crise oblige, il sera plus court cette année. Florent Rodeau. 12 minutes au lieu des 16 habituels, le grand feu d'artifice de Copacabana subit lui aussi de plein fouet la sévère crise économique que traverse depuis des mois le Brésil. Malgré un budget en baisse, les organisateurs restent persuadés de pouvoir satisfaire les 2 millions de personnes attendues pour l'événement. Cette année, le feu d'artifice de Copacabana va durer 4 minutes de moins. Mais le spectacle va être beau avec 21 000 fusées et chandelles. Certaines fusées mesurent 30 cm et montent jusqu'à 300 mètres de haut. Cette année, la municipalité de Rio a eu beaucoup de mal à trouver des sponsors. Résultat, les contribuables carioca vont devoir mettre la main à la poche. Une facture totale d'1 400 000 euros. Cette année, on a eu moins de sponsors, mais on demande aux entreprises de ne pas perdre espoir. Nous leur disons qu'investir dans le réveillon de Rio, ce n'est pas juste une dépense, c'est surtout un investissement. Proche de la faillite, l'État de Rio compte sur ce grand feu d'artifice pour remplir ses caisses.
800 000 touristes étant attendus lors de ces fêtes de fin d'année. Et c'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Premier jour de cessez-le-feu en Syrie, la trêve est globalement respectée, sauf à Wadi Barada, près de Damas, où des affrontements opposent les forces pro-gouvernementales à des groupes rebelles. La Russie ne va expulser personne. Vladimir Poutine calme le jeu après l'expulsion par Washington d'agents russes. Décision prise en représailles de l'ingérence de Moscou dans la campagne présidentielle américaine. Noran Machnouk se dit prêt à organiser les législatives de 2017 et ce, quelle que soit la future loi électorale. Déclaration du ministre de l'Intérieur qui a rencontré Michel Aoun au palais de Bavda. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Très bonne soirée. سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء